animal social et peur sociale. 1001 peurs, être oublié, rejeté, ridiculisé, mal aimé. Ces craintes nous rendent parfois hypersensibles à ce que nous redoutons, au point de nous faire percevoir partout des risques de rejet et de désamour. Notre attente de reconnaissance se transforme alors en fragilité, puis en souffrance, suscitée par un rien. La grande inquiétude, la grande obsession de l'estime de soi, c'est le rejet, sous toutes ses formes. Indifférence, froideur, méchanceté, agression, mépris, négligence. Pour éviter cela, nous sommes prêts à tout. Combattre, nous soumettre, accomplir des efforts démesurés. Tout, sauf ne pas exister dans le regard ou dans le cœur des autres. Pour nous libérer des excès de cette grande peur, nous avons à apprendre d'autres façons de vivre le lien. Cultiver, en toute liberté et en toute lucidité, la confiance, l'admiration, la gratitude, la gentillesse, le partage. Bref, les 1001 formes de l'amour. Rien d'étonnant à cela. L'estime de soi préfère toujours l'amour. Chapitre 20. La douleur insoutenable du rejet social. Malheur à celui qui est seul. L'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 10. Vous avez accepté de participer à une expérience de psychologie au laboratoire de votre université. Après vous avoir fait passer un test de personnalité, le chercheur qui vous a reçu vous en donne les résultats. Désolé, mais vous avez tout à fait le profil psychologique des personnes qui terminent leur vie dans la solitude, incapables de rester durablement dans des relations épanouissantes. Et toc! Puis on vous fait passer dans une autre pièce sous le prétexte de vous proposer un second test. Dans cette pièce, 2 chaises. L'une est disposée face à un miroir, l'autre face à un mur nu. Sur laquelle allez-vous vous asseoir? Si vous venez de recevoir cette sinistre prédiction, vous choisirez de préférence la chaise qui tourne le dos au miroir, 90% des sujets. Si au contraire, vous avez eu la chance de faire partie d'un autre groupe tiré au sort, à qui l'on annonçait une vie relationnelle heureuse, pleine d'affection et de liens durables, vous auriez choisi indifféremment l'une ou l'autre des chaises. Se voir un avenir en rose ne pousse donc pas à l'adulation de soi. Le pressentir morose et solitaire incline par contre à ne plus rechercher ni supporter son image. Je ne pouvais plus me regarder dans la glace. J'entends souvent des patients me raconter comment ils ont évacué tous les miroirs de leur domicile, comment ils ne supportent plus leur image, comment ils s'écartent dès que sortent appareil photo ou caméra. Il s'agit presque toujours de personnes souffrant de troubles de l'estime de soi, de sentiments permanents de désamour, et qui ont, effectivement, un vécu de rejet social chronique. Se sentir rejeté nous pousse à fuir notre image, qui nous renvoie alors à quelque chose d'inconfortable, de douloureux. Ce quelque chose, c'est nous. Puisque les autres ne m'acceptent pas, comment pourrais-je m'accepter moi-même? Comme si nous étions coupables de ce rejet, comme si nous éprouvions du dégoût pour nous, du moins de l'aversion. Alors que nous sommes les victimes de ce rejet, alors que nous devrions nous consoler, nous nous écartons de nous, nous nous abandonnons. La douleur du rejet. Nous savons tous à quel point l'expérience du rejet social est douloureuse. La plupart d'entre nous n'en ont éprouvé que des formes mineures, rupture amoureuse, exclusion d'un groupe ou d'une bande, parfois mise à l'écart au sein d'une entreprise. Quelques-uns ont vécu des rejets traumatisants, comme des humiliations publiques. D'autres des rejets discrets mais répétés, comme toutes les manifestations de racisme. Tous les jours, je prends le train dans ma banlieue chic. Tous les jours, je suis en costume-cravate et je lis un journal chic. Et tous les jours, je suis la dernière personne à côté de qui l'on vient s'asseoir. Spécialement les femmes. Ce n'est que lorsqu'il n'y a plus de place ailleurs que l'on s'installe à côté de moi. Un jour que j'étais descendu derrière une de ces femmes, je l'ai vue agripper son sac fermement en m'apercevant derrière elle.
je suis devenu tellement hypersensible à tous ces trucs que maintenant, chaque fois qu'une femme blanche court devant moi, sans doute parce qu'elle est en retard, j'ai d'abord la pensée de me dire qu'elle a peur de moi. Ça démarre tout seul. Ce témoignage d'un citoyen noir américain, datant de 2002, rappelle l'usure et la sensibilisation représentées par les micro-rejets sociaux quotidiens. On peut hélas supposer qu'il reste d'actualité et s'applique aussi à l'Europe. Le racisme, ce n'est pas seulement s'entendre dire sale noir, ou sale arabe, ou sale juif, ou sale jaune, ou sale blanc, etc. C'est aussi tout ce contexte d'événements subtils, insignifiants ou inaperçus aux yeux des autres, qui finit par entraîner une hypersensibilité au rejet, dont les effets sont délétères. Dès que l'on arrive dans un contexte où de tels micro-rejets pourraient bien survenir, on devient parano. On est sur ses gardes, on surveille, on détecte et on amplifie. Parfois avec raison. Le racisme existe bel et bien sous de multiples formes et avec de multiples intensités et niveaux de conscience. Et parfois à tort. Le détecteur, trop sollicité, est devenu trop sensible. L'exemple du racisme est particulièrement éclairant, car il montre bien comment il est infiniment plus douloureux et révoltant d'être rejeté pour ce qu'on est que pour ce qu'on a fait. On peut accepter qu'on ne veuille plus nous parler parce que nous avons dit du mal de quelqu'un, nous ne lui avons pas rendu son argent, etc. En revanche, avoir le sentiment qu'on s'écarte de nous parce que l'on est de race, de nationalité, de religion, de classe sociale différente, représente une douleur bien plus destructrice. Être rejeté au quotidien. Lors des expériences de rejet social organisées en laboratoire, l'un des faits les plus frappants est donc la netteté avec laquelle ces rejets provoquent des résultats douloureux, alors que les participants savent qu'ils ne vivent que des situations artificielles et transitoires auprès de personnes qu'ils ne reverront jamais. Comme si un profond instinct nous signalait qu'il n'y a rien de plus dangereux pour nous que d'être rejetés par nos semblables. Même le rejet par des personnes inconnues et invisibles ou dans des situations sans enjeu concret, comme le fait d'être ignoré lors d'échanges sur Internet, va entraîner des perturbations franches de l'estime de soi. Au quotidien, les situations équivalentes sont, par exemple, ne pas avoir de réponse à un courrier, à un mail ou encore à un coup de téléphone. D'où l'aversion pour les répondeurs qu'éprouvent les personnes ayant des problèmes d'estime de soi. Plutôt ne pas laisser de message que prendre le risque de ne pas recevoir de réponse. Cela ouvrirait tout grand la voie à des fantasmes de rejet. Il y a aussi celles et ceux qui, carrément, n'osent même pas téléphoner par peur de déranger ou de mal tomber, mais qui sont ravis qu'on les appelle. Là, au moins, elles sont sûres que leur interlocuteur souhaite vraiment leur parler. Autres exemples de situations à risque pour l'estime de soi est l'activation de fantasmes de rejet. Essuyer un refus et avoir l'impression que d'autres que nous ont reçu une réponse positive à la même demande. Ne pas être invité à une soirée où l'on aurait pu s'attendre à l'être. Ne pas être cité au milieu d'autres personnes au sein d'une liste plus ou moins valorisante, contributeur à un projet, etc. Être désapprouvé ou critiqué. Tout cela est évidemment aggravé s'il y a un public. On se sent alors rejeté par tous, ce qui est sans doute le comble de la douleur sociale. C'est pourquoi les moqueries marquant le rejet par un groupe d'un individu isolé et vulnérable sont si dangereuses. Elles sont fréquentes dans l'enfance et l'adolescence et les parents doivent y prendre garde si leurs enfants en sont victimes. Il faut alors intervenir pour faire cesser les excès de ce rejet qui peuvent vite tourner à la persécution et aider l'enfant à s'appuyer sur un autre réseau amical. Le rejet par tout un groupe donne toujours un sentiment terrible d'isolement au moment des moqueries, mais aussi ensuite lorsque la personne se retrouve seule. La douleur et l'humiliation, les ruminations sur l'éternité et la gravité du rejet entraînent, selon mon expérience de psychiatre, une élévation du risque suicidaire. Autre facteur très aggravant aussi, si les personnes qui nous rejettent sont normalement des proches et des soutiens jusqu'alors supposés solides.
Cela induit dans ces conditions un double sentiment de trahison et d'abandon qui bouleverse la personne et annihile son envie de vivre. Les témoignages de telles douleurs existent depuis que l'humain écrit ses peines. Ainsi ce passage d'un psaume de la Bible: « Je suis injurié par tous mes adversaires, plus encore par mes voisins. Je fais peur à mes intimes, s'ils me voient dehors, ils fuient. On m'oublie, tel un mort effacé des mémoires. Je ne suis plus qu'un débris. » Les perturbations liées au rejet. Si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, nous devrions avoir tendance, lorsque nous sommes l'objet d'un rejet, à tenter de comprendre pourquoi et à réparer ce qui peut l'être. Hélas, le rejet entraîne souvent des comportements allant à l'encontre des intérêts de la personne. Et ces comportements vont encore accroître le risque pour elle de se faire rejeter à nouveau. Voici ce vers quoi nous risquons de tendre lorsque nous avons été rejetés et contre quoi il faut donc se prémunir. Se comporter envers autrui de manière agressive. Beaucoup de comportements et d'attitudes agressifs sont facilités par le rejet ou le sentiment de rejet. Dans les moments où je me sens insécurisé, où j'ai peur de ne pas être à la hauteur, je me montre souvent désagréable par anticipation. Je préfère ne pas être approché plutôt que d'être rejeté. S'isoler. C'est la tentation du repli sur soi, qui aggrave encore le problème, car il laisse la personne seule face à ses émotions et pensées. Aller vers les autres en cas de rejet est la stratégie prioritaire. Même s'ils ne nous comprennent qu'imparfaitement, même s'ils ne nous réconfortent pas totalement, même s'ils se montrent décevants dans la qualité de leur soutien, le pire serait de rester seul. C'est parfois très difficile à expliquer à nos patients hypersensibles au rejet. Aller vers les autres, non pas pour aller mieux ou se sentir consolé, mais comme un acte de survie, qui ne nous donnera pas forcément, même si c'est parfois le cas, de mieux-être immédiat, mais sera indispensable. Comme désinfecter rapidement une blessure. Cela n'empêche pas d'avoir mal, mais diminue le risque de surinfection. La surinfection des expériences de rejet, c'est la paranoïa, l'autopunition, l'amertume, la misanthropie, toutes réactions qui vont grandir notre souffrance et diminuer nos capacités à nous relier ultérieurement aux autres. Abîmer les liens existants avec les personnes proches. Alors que c'est justement auprès d'elles que nous pourrions trouver réconfort et soutien, l'hypersensibilité au rejet s'infiltre aussi, souvent, dans les relations conjugales par exemple, et augmente le risque d'insatisfaction vis-à-vis de son conjoint. Mécontentement et ressentiment peuvent aussi être déplacés sur notre famille, nos amis. Chez certains, les plus fragiles ou les plus usés par le rejet, la tentation se profile toujours, à un moment ou à un autre, de se faire du mal. On ressent l'envie obscure de s'automutiler ou de s'autodétruire. La consommation brutale de toxiques comme l'alcool relève de cette dynamique de l'autodestruction, chez des femmes notamment, où l'on observe, après des rejets, l'absorption d'alcool fort jusqu'à l'ivresse, puis le coma. Les crises de boulimie, elles aussi, sont souvent déclenchées par des vécus de rejet social, même minimes. Ne pas avoir de courrier dans sa boîte aux lettres, de messages sur son répondeur, de mails dans son ordinateur. Tout le monde m'oublie, je suis seul. Même supposé et sans preuve. Une vague de désarroi viscéral submerge alors la personne et la pousse à se nuire au travers de la nourriture. Étonnamment, faire subir à quelqu'un, même en imagination, une expérience de rejet va gripper son intelligence. Il va alors moins bien s'y prendre face aux problèmes à résoudre et aux tests de QI. Cet effet délétère ne paraît pas uniquement dû à l'impact émotionnel du rejet. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes tristes ou inquiets de ce rejet que nos performances baissent, ni parce que nous ruminons sur notre infortune. Il semble bien qu'il existe une onde de choc inconsciente provoquée par la situation de rejet, qui mobilise et qui fige en quelque sorte notre énergie psychique. Le rejet nous diminue donc, pas seulement émotionnellement, mais aussi intellectuellement, au moins dans la période qui le suit immédiatement.
Prudence alors avec les grandes décisions ou les dossiers importants de notre existence. Attention, les blessures émotionnelles liées au rejet social ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent être discrètes, comme on le dit en médecine d'un abcès qui évolue sans faire de bruit. Lorsqu'on étudie l'intensité de la détresse suivant un rejet, cette dernière n'est pas systématiquement intense, du moins consciemment, comme si nous étions équipés d'un mécanisme amortisseur de douleur. Cela peut être utile à court terme, mais cette anesthésie peut avoir des effets pervers sur le long terme, sans doute destinée à nous éviter le désespoir lors des expériences de rejet du quotidien, forcément nombreuses lors d'une vie en société, et pas toutes dramatiques. Elle peut aussi nous engourdir ou donner une illusion d'indifférence à nos proches ou aux observateurs, surtout lors de rejets répétés, habituels. C'est par exemple ce qui se passe avec les exclus sociaux, clochards et marginaux, victimes depuis leur enfance de rejets à répétition, en général violents et massifs. Il y a chez eux une grande fréquence de la zombification chez les plus avancés dans la désinsertion, témoins de la mort de l'essentiel de leur être social ou au moins de la sidération de leur estime de soi. Dans un autre registre de grand désespoir, de nombreux travaux sur les états pré-suicidaires, étudiant l'état psychologique peu avant le passage à l'acte, en général d'après les écrits laissés par la personne suicidante, retrouvent le même type de désengagement du réel, cette sidération et atonie des pensées et des émotions qui n'est ni du calme, ni du renoncement, mais plutôt un état second lié à l'intensité du désespoir. De nombreux suicides sont la conséquence de ruptures insupportables du lien social, sentimental, familial, professionnel. Ils sont très nombreux chez les sujets dits borderline, particulièrement peu aptes à la fois à établir des liens satisfaisants et à vivre sans ces liens. Si l'on ne m'aime pas, à quoi bon faire des efforts? Nouvelle expérience de psychologie pas drôle, mais qui nous aide à démontrer et à traquer les mécanismes de la souffrance du rejet social. Vous êtes par petits groupes de 6 personnes de même sexe. Après vous avoir fait faire connaissance les uns avec les autres, au travers de petites rencontres de 20 minutes chacune, on vous fait passer dans une petite pièce où l'on vous demande de choisir 2 des personnes que vous venez de rencontrer pour travailler en groupe avec elles. Puis, peu après, on revient vers vous pour vous dire que, hélas, vous n'avez été choisi par personne. En réalité, il s'agit d'un simple tirage au sort, mais vous ne l'apprendrez qu'ensuite. Une autre moitié des participants reçoit, elle, un message moins pénible. Vous avez été choisi par plusieurs personnes du groupe pour d'autres expériences, mais pas tout de suite. Après quoi, que vous soyez ainsi rejeté ou accepté, on vous propose de participer, mais tout seul, à d'autres expériences. L'expérience suivante consiste à évaluer, d'après un questionnaire précis, le goût et la texture de cookies, tous les mêmes, dont une grande quantité, 35, a été déposée sur un plateau. On vous laisse avec vos cookies, votre questionnaire et votre expérience de rejet social encore toute fraîche pendant 10 minutes. Les participants qui viennent de subir le rejet vont avaler en moyenne 9 cookies pour répondre au questionnaire d'évaluation des gâteaux, là où les participants qui n'ont pas été rejetés n'en avaleront que 4 ou 5. Comme si les rejetés avaient perdu leur capacité d'autocontrôle, si précieuse pour ne pas sombrer face à chaque difficulté de vie. D'autres manipulations pendant la même étude aboutiront au même résultat. Si on est rejeté, on est moins capable de faire des efforts, de se contrôler. On abandonne plus vite les tâches difficiles, on prend davantage de risques absurdes. L'analyse fine des résultats montre que tout autant que la perte de ses capacités d'autocontrôle, c'est aussi l'envie de faire des efforts qui est annihilée chez les personnes vivant une expérience de rejet. Ces données sont les mêmes chez les sujets qui ont perdu leur conjoint, avec ces travaux étonnants montrant que l'on trouve un taux anormalement élevé de meurtriers chez les veufs, comme si l'absence de conjoint, la perte de ce lien si fondamental à notre bien-être, favorisait la dérégulation du contrôle de soi. Faire face au rejet.
comment retrouver l'envie de faire face? Les études de laboratoire montrent que de petits détails peuvent jouer un rôle facilitant. Après le rejet, se trouver motivé par des tâches simples, ou tout simplement se trouver placé face à son image dans un miroir. Les sujets soumis à ces modalités voient leur capacité d'autocontrôle remonter par rapport à ceux que l'on abandonne à eux-mêmes après le rejet. Or, nous l'avons vu, d'autres études le montrent, ces sujets vont naturellement avoir tendance à éviter leur image. En réalité, il faudrait qu'ils se ressaisissent en reprenant conscience d'eux-mêmes, de leur identité et de leurs valeurs. Bref, en puisant dans les ressources de l'estime de soi. Systématiquement rechercher le lien social après un rejet. Ne pas se fuir soi-même dans l'alcool, le travail, le sommeil. Accepter de se consacrer à des tâches quotidiennes, même si elles paraissent dérisoires par rapport à notre tristesse. Travailler sur ces petits riens, accomplir tous ces efforts d'autocontrôle va représenter une aide, minime mais vitale. Une étude de suivi, conduite sur une durée de 20 ans auprès d'écoliers devenus adultes, montrait clairement que les capacités d'autocontrôle, par exemple chez des enfants préférés attendre un peu pour une forte récompense plutôt qu'en avoir une moins forte tout de suite, un bonbon maintenant ou 3 dans 5 minutes, prédisent assez justement la capacité ultérieure de réguler son hypersensibilité au rejet, qui est par ailleurs associée à de nombreux problèmes, basse estime de soi, conflits fréquents, retour au toxique, etc. Un autre moyen de faire face réside dans les affiliations multiples. Cultiver un réseau social aussi vaste et varié que possible, offrant tous les degrés d'intimité. En général, plus on est sensible au rejet, plus on a tendance à sélectionner des personnes très fiables et très sûres, dont on espère qu'elles ne nous décevront pas. On prend ainsi le risque de souffrir grandement si, justement, elles nous déçoivent, car la rareté des liens rend leur perte ou leur altération plus douloureuse. Je préfère la qualité à la quantité, nous disent parfois les patients. Mais qui a dit que la qualité ne pouvait coexister avec la quantité? Pourquoi le fait d'avoir quelques très bons amis intimes ne serait-il pas compatible avec celui d'avoir aussi beaucoup de copains et beaucoup de connaissances plus superficielles? Certes, ils ne seront peut-être pas toujours fiables dans l'adversité, mais ils peuvent aussi avoir beaucoup d'autres qualités. Il n'y a pas que la fiabilité qui doit être un critère de sélection de nos contacts sociaux. Encore un excellent exercice d'acceptation des autres. Même si un tel est superficiel, il peut être très drôle. Même si une telle est un peu ennuyeuse, elle est toujours de bons conseils. Même si cette autre personne m'a autrefois fait des sales coups, à mon avis, nous sommes très performants lorsque nous travaillons ensemble. Pourquoi les écarter de ma vie, sous prétexte qu'ils ne sont pas exactement comme je souhaiterais qu'ils soient? Je peux aussi les apprécier pour leur qualité, sans attendre d'eux autre chose.